Salut à tous, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de vous présenter un membre de ma famille qui va s'avérer central dans notre histoire, Yves, mon oncle. Vous connaissez le fameux dicton « on choisit ses copains mais pas sa famille ». En l'occurrence, ça s'applique magistralement avec Yves, c'en est presque un cliché. Vous savez l'oncle beauf qui peut pas s'empêcher de sortir tout un tas d'assanités au repas de famille. Et Michel, franchement, tellement c'est bien que t'as pas changé de slip depuis 3 ans. Tu peux tirer sur mon doigt là? Trop tard. Alors mamie, toujours vivante, hein? Non, ce serait peut-être songer à... Sort qu'on touche l'héritage. Si vous me demandiez le contraire de la finesse, je vous présenterai mon oncle. Bien sûr, pour compléter le tableau, il est ouvertement raciste, machiste et plus largement intolérant à toute forme de diversité. Voilà, vous connaissez mon oncle. Permettez-moi à présent d'évoquer un autre sujet. Mon métier, je suis chroniqueur chez jeuxvideo.com et c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à assumer, particulièrement auprès des personnes qui ont une mauvaise image du jeu vidéo, et elles sont nombreuses. Voilà en gros le genre de conversation que cela peut donner. Ah, d'accord. En gros, tu conseilles les gens sur les jeux à acheter ou non? Non, pas vraiment en fait. J'essaye plutôt de retracer l'évolution du média. Je parle des vieux jeux en fait. Ah, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est l'une des questions que l'on m'a le plus posées sur mon travail. En fait, il faut bien comprendre que pour beaucoup, les jeux vidéo ce sont en quelque sorte des objets utilitaires. Ils permettent de s'amuser sur un écran. Pour ces personnes, un jeu vidéo c'est pas très différent d'un aspirateur. Du coup, si je leur avais dit... Et moi j'essaye un peu de retracer l'évolution de ces objets. En fait, je parle des vieux aspirateurs. Ah, J'aurais eu le droit à la même réponse. mais ça sert à quoi? Là, la question aurait été un peu plus légitime, mais c'est quelque chose qui n'est pas simple de devoir expliquer à un interlocuteur qui a une très mauvaise image du 10e art qu'un jeu vidéo, bah oui, c'est une œuvre culturelle, imaginée par des programmeurs, des graphistes, des scénaristes, des game designers, qu'il y a un langage, des codes qui évoluent, parce que clairement, si j'avais dit... Et moi en fait ce que j'essaye de faire c'est un peu de retracer l'évolution de ce média. Je parle des vieux films en fait. Ah, Truffaut, Hitchcock, tu parles de cela aussi? Ouais, par exemple. Ah, bah, c'est super ça. Moi, ce que j'adore dans les films Le américains... cinéma a bien meilleure presse que le jeu vidéo, c'est normal, ils n'ont pas le même âge, et le cinéma est passé lui aussi par cette crise de reconnaissance contre laquelle se sont battus justement les cinéastes de la nouvelle vague. Et ça, je vous avoue que ça m'émoustille toujours un peu. Après tout, moi aussi, comme Truffaut, comme Godard à leur époque, je parle du média qui me passionne. Ils s'y étaient parvenus, eux, à faire accepter au plus grand nombre la valeur artistique du 7e art. Alors pourquoi moi, avec mes chroniques, je pourrais pas démontrer à tous ces détracteurs que non, le jeu vidéo n'est pas un cousin de l'aspirateur? Je sentais que je pouvais devenir un super chroniqueur, celui qui aurait le pouvoir d'ouvrir les consciences, d'illuminer les esprits, d'apporter la vérité, comme Socrate en son temps. Sauf que je comptais pas me vêtir d'une tunique blanche, ça me va pas très bien, ça me pâlit le teint. Pour débuter, il me fallait un jeu, et peut-être avant tout un auteur, puisque c'était bien ce que j'avais à cœur, montrer au monde entier le côté artistique du jeu vidéo. Mon choix se porta sur l'un de mes préférés de l'époque des consoles 16 bits, David Perry. David a débuté très tôt la programmation. Dès son adolescence, il code de petits jeux sur le Sinclair ZX80, qu'il vend à diverses revues spécialisées. Le talent du jeune homme ne passe pas inaperçu. Il travaillera alors pour Mirrorsoft, Elite Systems ou encore Prop Software. Il y fera d'ailleurs la rencontre d'un certain Nick Brotti, qui deviendra son associé. Ensemble, ils réalisent de magnifiques conversions d'arcade, comme Trantor, Savage, les Tortues Ninja, Smash TV, Beyond in the Place, et j'en passe. Le duo est débauché par Virgin Games dans le but de développer des jeux à licence pour la Mega Drive. Déménagement donc de Londres à la Californie, et leur premier jeu pour McDonald's est Global Gladiators. Le titre est une réussite. Les deux jeunes hommes et leur équipe enchaînent donc pour la marque 7up, Cool Spot. Alors ok, il y a de la publicité de partout, on se retrouve dans la fameuse boisson gazeuse, c'est pas très glamour, mais voilà, c'est à nouveau un grand jeu. La gestuelle de Spot le rend immédiatement attachant, la profonde simplicité du gameplay en fait rapidement un hit de la machine. Ce n'est pas fini. Virgin Games obtient les droits pour adapter certains classiques de Disney. David Perry sera responsable de l'adaptation du Livre de la Jungle et du magnifique Aladdin. Tout simplement l'un des meilleurs jeux de la console, et l'exploit est de taille. Là où nous avons l'habitude à cette époque d'adaptation bâclée, les titres de David Perry s'avèrent être une petite merveille, autant pour le plaisir de jeu que pour les yeux. Seulement voilà, le talent de David est sans conteste, et réaliser des jeux à licence lui semble à présent trop brimant. Il aimerait imaginer ses jeux à lui avec ses propres personnages. C'est ainsi qu'il quitte Virgin Games pour fonder Shiny Entertainment. Bien entendu, Nick Brotti le suit. Ensemble, ils forment une équipe de programmeurs et de designers. Un certain Doug imagine un drôle de personnage, un ver de terre dans un costume de super-héros. L'équipe est emballée, et à l'unanimité, ils décident que ce personnage sera le héros de leur premier jeu, Earthworm Jim. Le titre sortira d'abord sur Mega Drive puis sur Super
Super Nintendo avant d'être adapté pour d'autres plateformes. Le jeu de la Mega Drive dispose d'une animation plus fluide, tandis que le titre sur Super Nintendo arbore des graphismes un peu plus colorés. En tout cas, j'avais l'élément principal pour débuter mon expérience. Un grand jeu réalisé par un grand auteur. À présent, il me fallait un cobaye. Forcément, quelqu'un qui aurait une opinion biaisée du jeu vidéo, qu'il me faudrait donc convaincre. Je ne mis pas bien longtemps à trouver. Mon oncle Yves. Il était l'un des critiques les plus virulents du média. Au repas de famille, j'avais horreur d'être assis à côté de lui, sachant que j'en prendrais forcément pour mon grade. Non, Edouard. T'es toujours dans les jeux vidéo? Toujours, tonton? Ouais. T'es fier? Ça marche bien? Oui, ça marche bien, oui. T'as un corps de 30 ans. T'es une tête de 8 ans. Qu'est-ce qu'il y a là? Faut grandir, t'es un homme. Il détestait radicalement le jeu vidéo, c'était le cobaye parfait, et je sentais que j'avais une longueur d'avance. Earthworm Jim était un jeu bourré d'humour, comme mon oncle passait son temps à faire des blagues, il ne pouvait qu'apprécier le genre. Problème, comment convaincre mon oncle de participer à ma chronique, lui qui détestait tant le jeu vidéo? Je ne voyais qu'un seul moyen, flatter son ego. Voilà, tonton. T'as toujours eu une bonne analyse, toi, une critique constructive. Ouais, ouais, tu veux dire, par exemple, quand je dis que l'écologie, c'est des conneries inventées par le gouvernement pour nous faire hacker, c'est ça? Par exemple. Tu sais que j'ai laissé le robinet ouvert. Tonton! Quoi? C'est pas pertinent? Si, mais si ça l'est, bien sûr. Ben alors? Bon, écoute, tonton. Est-ce que tu voudrais bien participer à une de mes chroniques? Tu veux que je participe à tes conneries? Tu pourrais aider plein de gens qui t'écouteraient. Forcément, avec ton talent d'orateur, t'en convaincrais certains. Moi, je pense que ce serait du gâchis que tu puisses pas profiter de tes conseils. Ouais? Bon, ok. Mais c'est uniquement pour les endos qui servent de spectateurs. Hein. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi. C'est pour l'éducation. Bingo, mon oncle était tombé dans mon piège, il ne le savait pas, mais j'allais bouleverser son opinion sur le jeu vidéo. Ce serait ma première étape avant que je ne m'attaque au reste du monde. J'installais donc tout le matériel nécessaire, je préparais une caméra pour avoir de quoi capter ses réactions, et on était parti. Lors d'une bataille galactique anodine, une superbe combinaison tombe de l'espace, pile poil sur un ver de terre. La magie opère, transformant le ver de terre en le lombric le plus fort de l'univers, et ça commençait plus mal que ce que je ne l'avais imaginé. Alors que moi j'étais déjà plié de rire face à Jim, l'expression de son visage quand on le fait tirer, et le mieux quand on se sert de son corps de ver de terre pour donner des coups de fouet, laissait mon oncle totalement de marbre. Il se sert de son corps pour... C'est complètement débile. Les mouvements de Jim étaient à mourir de rire, sa façon de planer après un saut, de se balancer au moindre crochet, non mais regardez son visage avec ses gros yeux qui observent de droite à gauche. Si un adversaire nous attaque en maintenant la flèche du haut, Jim se tient les fesses pour éviter l'adversaire. Mais mon oncle passait totalement à côté, c'est autre chose qui le préoccupait. Saute! Tonton, appuyez sur le bouton suffit. Allez! C'est pareil, tonton, il n'y a pas de reconnaissance de mouvement, juste la flèche. C'était chaotique. Mon oncle avait du mal à gérer son personnage. Il passait plus de temps à regarder sa manette que l'écran de jeu. Bon, je changeais mon fusil d'épaule. C'est moi qui prenais le contrôle, comme ça il aurait de quoi analyser le game design sans se soucier de la maniabilité. Bien sûr, je m'éclatais à retrouver Jim. Le personnage n'était pas seulement drôle, c'était aussi un plaisir de le prendre en main. Et je pouvais enfin le venger, lui qui avait toujours dû fuir les oiseaux cherchant à le dévorer. Je me sentais invincible dans cet univers. Pourtant, les dangers grondaient, jusqu'à ce gros monsieur qui nous envoyait des poissons. Entre les niveaux, il y avait des courses contre un extraterrestre. On se retrouvait alors en plein cœur des enfers, avec ces bureaucrates qui se servent de leurs valises pour se défendre. Le plus amusant restait le combat contre le boss. On se retrouvait à l'affronter sans notre corps, et c'est le cas de le dire, nu comme un verre. Regarde tonton, notre corps, il nous appelle. C'est juste un costume. Comment il peut bouger? Je prenais mon temps, j'essayais de lui expliquer que justement c'est l'absurdité burlesque de la situation qui était drôle. Il y avait un humour très british dans le jeu, un côté Monty Python. Mais devoir expliquer des blagues n'est jamais bon signe. C'est pas grave, il y avait autre chose dans Earthworm Jim que l'humour. Je montrais à mon oncle que c'était une bonne chose d'avoir des phases de jeu variées, de se retrouver à piloter un petit vaisseau à crapahuter sur le corps d'un hamster géant, que l'affrontement contre ce boss en descendant en rappel était tout à fait original. Nous devions éviter la bête sous l'eau et envoyer notre adversaire dans le décor dans le but de rompre sa corde. Mais non, mon oncle se contentait de souffler, de marmonner des injures et de faire preuve d'impatience et d'ennui. Ça ne le touchait pas le moins du monde. Pourtant, je lui énonçais tous mes plus beaux arguments pour lui expliquer en quoi le jeu relevait du génie. Par exemple, à la fin d'un niveau, on tombe contre Bob le poisson qu'on avait déjà aperçu. On s'attend à un combat épique, difficile, mais non. Jim fait simplement tomber le bocal, Bob remet au sol, et c'est la fin du niveau. Tu l'as même pas affronté là? Justement, c'est l'effet de surprise qui est drôle. On s'attend à un combat... Il n'y en a pas. C'est censé être marrant.
Je n'y parvenais pas, j'étais tout seul à m'amuser face au jeu, même ce niveau où il fallait accompagner le chien jusqu'à sa demeure si on avait le malheur de le laisser tomber, il s'énervait et nous faisait perdre de la vie. Mais rien n'y faisait, j'essayais une dernière tentative. Lui qui adorait tant les blagues en dessous de la ceinture, je lui montrais ce que faisait le personnage si on n'y touchait pas. Il contractait ses muscles et... Même ça ne me faisait pas rire. L'expérience était désastreuse et sa conclusion, totalement à l'opposé de ce que j'avais espéré. Il faut arrêter de vous abrutir avec ces niaiseries qui veulent même pas dire quelque chose. Hein? Il est temps de grandir, il est temps d'avoir des responsabilités, de devenir quelqu'un d'important, quoi. Hein? Il y a des choses plus importantes dans la vie. Le PSG, par exemple, ou laver sa voiture, prendre soin de sa voiture. Enfin, voilà, on n'a plus 6 ans. On n'a plus 6 ans. Est-ce que moi, par exemple, je joue au Lego ? Non. Eh ben, voilà, pourquoi ? Parce que je suis un homme. Alors, vous tous, il faut que vous deveniez un homme. C'est important. Je compte sur vous. Ok ? Allez, ciao. Je le reconnais, je sais le dire quand j'ai tort. L'expérience a été catastrophique. Je sais pas trop à quelle étape j'ai merdé. Est-ce que j'avais mal choisi le jeu ou moi, qui suis un piètre pédagogue, le cobaye peut-être ? Sûrement un peu de tout ça. Faut regarder les choses en face. Je n'ai ni l'aura d'un Truffaut, ni d'un Godard. Mais est-ce que je m'en moque pas un petit peu, à vrai dire ? Moi, je suis un passionné de jeux vidéo. Il y a tout un tas de gens qui me jugent sur mon boulot, qui se moquent gentiment du fait que je parle de vieux jeux. Et après, je suis conscient de la chance que j'ai d'avoir pu parcourir les plaines d'Hyrule, d'avoir affronté Sephiroth, d'être devenu pirate avec Guybrush, et d'avoir vécu tant d'autres aventures. Et au final, qu'est-ce que j'en ai à faire que ça ne plaise pas à certains que je partage avec d'autres ces récits ? Ce qui compte, c'est vous, derrière votre écran. Un tas de personnes que je ne connais pas, mais qui, j'en suis certain, apprécient découvrir ou redécouvrir avec moi tous ces vieux jeux pixelisés. Et honnêtement, j'en demande pas plus.